Présente pour les personnes aînées de la capitale nationale, l'Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et pré-retraitées, AQDR, section Québec, est fière de vous présenter Aînés, on vous écoute. Alors, bonjour à toutes et à tous. Cette belle journée d'hiver où il fait un peu froid, il y a de la neige, mais on se sent vivant. Alors, je suis Judith Gagnon, la présidente de l'AQDR Québec, et je suis très contente de vous parler ce matin. Vous savez, on s'interroge beaucoup sur où vont se loger les aînés en 2025. Les prix sont très chers, on manque de logements, même en RP, en résidence privée pour aînés, des fois, il y en a moins, il y en a qui ont fermé, tout ça. C'est pas facile, hein? C'est vraiment pas facile. Alors aujourd'hui, on accueille M. Robert Turgeon, qui est le directeur général de la résidence Cardinal Vachon et qui, ça fait quelques années que M. Turgeon travaille dans le domaine des résidences privées pour aînés, puis il a développé une expertise incomparable. Alors, c'est pour ça qu'on l'accueille, puis on est bien content de l'avoir. Bonjour, Robert. Bonjour, Judith. Merci pour cette belle présentation. Tu me mets beaucoup de pression. J'apprécie. T'apprécies? Ben alors, es-tu capable de répondre à notre question? Où vont se loger les aînés en 2025? C'est presque... ça fait peur. Ben, je comprends que ça fasse peur, puis effectivement, c'est une préoccupation. Moi, comme tu le mentionnais si bien, ça fait une quinzaine d'années que je suis dans les résidences. Ça fait au-dessus de 30 ans que mon objectif, c'est de travailler avec les aînés. Donc, c'est sûr qu'on a une préoccupation, puis moi, maintenant, depuis 6 ans, j'ai la chance d'être dans un OBNL qui gère une résidence privée là, dans le secteur de Beauport. Fait que c'est sûr que ma vision de mes années dans les entreprises à but lucratif versus l'OBNL, c'est quand même organisme sans but lucratif, là, c'est préoccupant. C'est préoccupant où vont aller les aînés. Je regardais où j'avais une rencontre avec toi et l'ATA et le comité consultatif là, au niveau fédéral pour la pauvreté. Puis un des invités nous mentionnait que, pas juste pour les aînés, là, mais le logement moyen, le coût moyen d'un appartement en 2024, c'était au-dessus de 1800 $. Donc, tu disais, le logement, en général, est très cher. Si en plus on ajoute des soins, ben là, parce qu'en vieillissant, on peut nécessiter plus de soins. Mais c'est sûr qu'il y a un impact, puis il y a un questionnement à avoir sur quel milieu je devrais choisir, quels soins je dois absolument prioriser, et surtout, et particulièrement, comment je vais financer cette habitation-là. Exactement. Ben, c'est quelque chose qui est très complexe. C'est-à-dire que, évidemment, puis on le voit là de nos jours, il y a des gens qui ont la chance d'avoir des pensions de retraite de leurs employeurs. Mais c'est pas encore la majorité des gens. Et je pense que même dans le futur, ça sera jamais la majorité des gens. Donc, qui parmi la clientèle aînée qui nous écoute a eu la chance de se mettre de l'argent de côté, hormis des pensions d'employeurs, c'est pas toute la population aînée qui a eu cette possibilité-là, même pas cette prévoyance-là, même juste la possibilité de le faire. Ouais. Donc, où vont-ils aller? Il y a évidemment, puis on a les blocs appartements standards. Blocs appartements standards avec lequel on peut, si on accepte, si on est suffisamment logique, lorsqu'on va avoir du vieillissement, on va avoir une certaine aide à condition de la demander et de l'accepter, des CLSC. Oui, le soutien à domicile. Ils peuvent donner, avec le soutien à domicile, des soins dans les logements. Oui. Mais eux aussi ont un enjeu de main-d'œuvre, ont un enjeu de capacité, puis ont un enjeu, je le vois parce que sur plusieurs tables pour les aînés, ils ont un enjeu aussi d'accessibilité à ces gens-là. Les gens qui habitent dans les logements ou dans des condos locatifs. Aujourd'hui, c'est beaucoup la mode des condos locatifs. S'il y a des gens qui commencent à avoir des besoins, il va être en mesure de lever la main puis d'en aviser le CLSC, d'aviser les familles, de parler avec le médecin. Des fois, les aînés, veulent
pas nécessairement ouvrir leur jeu puis discuter de leurs problèmes, ce que je peux respecter aussi, mais c'est que ça a des fois un impact majeur sur leur état de santé à long terme. Mais moi, j'aurais quelque chose à te demander. Tu connais beaucoup le milieu aîné, puis surtout en termes de logement, puis même de soins. Les gens qui sont qui ont un revenu moindre, qui habitent des logements moindres aussi, Oui. à ce moment-là, ou qui sont peut-être des fois à la fin en chambre, ils peuvent pas avoir de soutien à domicile là. Est-ce qu'ils en ont pareil? Ils peuvent en avoir. Ils peuvent en avoir, mais comme je le dis, c'est de pouvoir un peu comme quelqu'un qui a le cancer ou qui pense qu'il a le cancer. C'est pas une fois qu'on est entré dans la machine, on va avoir un certain soutien. Ouais. Mais c'est de rentrer dans le système. Okay. Et c'est pour ça que quelqu'un qui est en chambre, justement, c'est en chambre, puis ça, c'est un domaine que je connais moins, mais en chambre ou en logement, est-ce qu'il y a quelqu'un, est-ce qu'il y a un proche aidant ou même un ami qui va lever le flag pour la personne? Parce que des fois, j'ai 45 ans, il y a des fois que ça me prend quelqu'un d'autre pour me dire que je suis plus capable de faire telle chose. Mm-hmm. Les aînés, c'est un peu la même chose. On veut pas, tu sais, au lieu de dire je ne suis plus capable de faire telle chose, je ne le fais plus. Exemple, me laver. Et puis là, je parle de efficacement. OK. Tu sais, juste se laver efficacement. Tu sais, j'ai passé une petite débarbouillette un petit peu mouillée, là, puis je me suis lavé. Ouais, mais c'est parce que ça prendrait plus que ça. OK. Et ça, ça prend quelqu'un qui va être capable de dire et ensuite de faire une demande au CLSC pour que le soutien à domicile, que ce soit en chambre, que ce soit en logement régulier, que ce soit en RPA, que le CLSC puisse entreprendre des démarches, mettre une travailleuse sociale ou un NAS, un exercice pour venir donner ce soin-là. OK. Mais il faut que quelqu'un avise, il faut que quelqu'un fasse la demande. Il faut surtout que l'aîné accepte l'aide. Mais toi, est-ce que tu n'as vu des aînés qui étaient dans une situation où il y avait des points de leur vie où c'était plus difficile puis qu'ils n'en parlaient pas puis qu'ils ne disaient pas? L'as-tu vu, Tout ça, à fait. beaucoup? Oh oui, et même en RPA, on en voit. Ah oui? Même en RPA, on en voit. Il y a quelques années, quand on s'est connus dans le coin de 2012, j'étais dans une autre résidence à l'époque et j'avais des résidents qui refusaient carrément de toute aide. Tu sais, on leur disait, écoutez, je pense que vous seriez rendus là, ou des fois on parle à leur famille. Puis depuis ce temps-là, tu sais, à l'époque, j'étais dans une résidence à but lucratif. Ouais. Mais mon but, ça a toujours été le bien-être de mon résident. Mais quand le directeur d'une RPA vient voir quelqu'un en disant, écoutez, là, au niveau de l'hygiène, votre parent, là, ça marche plus pantoute. Souvent parce que il y a de l'isolement social aussi chez les aînés. Il y a des familles qui viennent à Noël seulement. Ouais. Fait que là, on les appelle en juillet. On dit, écoutez, il faudrait absolument, puis on les appelle parce qu'on sinon on les voit pas. Des fois, ils vont présumer que la RPA, c'est juste pour vendre des services. C'est pas nécessaire. C'est pour vendre des services. Non, quand une RPA propose un service parce qu'il y a un besoin. Mais là, à ce moment-là, depuis ce temps-là, j'essaie de faire ces démarches-là par les médecins. Je dis, écoutez, il faudrait parler à votre médecin, puis le médecin, lui, va le dire. OK. Il est un petit peu plus neutre dans la perception des gens. Le médecin qui va dire au fils ou à la fille ou au neveu du client, écoutez, là, l'hygiène, ça commence à être problématique, il va commencer à avoir des enjeux d'infection, des enjeux de ci, de ça. Le médecin a une aura qui va permettre à ce moment-là de peut-être ouvrir un peu plus les oreilles et les yeux des familles. Mais encore faut-il qu'une fois que soit la résidence ou, si on parle d'un bloc appartement, que l'auxiliaire familial du CLSC arrive pour venir donner un coup de main au bain ou au ménage du logement, ou peu importe, si l'aîné refuse, ça, c'est un autre souci qu'on a. Puis on en a régulièrement de ce type de comportement-là. C'est difficile. Mais
toi, là, t'as vu ça comme nous, là, on l'a tout vu. Il y a beaucoup de fermetures de petites RPA. Oui, on parle en 2024. Je pense que le journal titrait qu'il y en avait plus de 90 qui avaient fermé en 2024. C'est beaucoup. C'est beaucoup. C'est le modèle d'affaires des plus petites résidences avec tous les coûts puis les resserrements réglementaires font que les petites résidences vont étouffer. Vont étouffer. Le modèle d'affaires des RPA va s'en aller davantage vers des plus gros conglomérats. Je donne un exemple. Là, on parlait tout à l'heure d'un logement moyen dans la province de Québec à 1800 $. Ouais. Tu sais, dans une RPA, pour un 3,5, mettons qu'avec les repas et les autres frais, que ce soit des assurances, semaine 24 heures sur 24, les gicleurs, les ci, les ça, un 3,5 va se louer pour la même chose. Il va se louer à peu près 2,200. Ah, mais c'est donc, pas si pire. Il n'y a même pas 200 piastres. Il n'y a même pas 200 piastres de différence entre un logement régulier sans aucune obligation de quelque autre sorte que d'avoir un toit puis d'électricité puis la plomberie marche, là, versus une RPA. Comment la RPA fait-elle pour financer les autres, son personnel 24 heures sur 24 avec le gouvernement qui ne cesse d'augmenter le nombre d'employés qu'on doit avoir 24 heures sur 24? À chaque fois qu'il augmente, c'est le coût qui augmente. Et ce coût-là, on est presque tous en processus d'augmentation de loyer là, pour juillet prochain. Ouais. Ces augmentations-là qu'on a eues, mettons, en 2023-2024, il n'y a qu'en juillet prochain qu'on va pouvoir l'inclure dans le calcul d'augmentation. Okay. Les frais, puis ce que ça a coûté de plus parce que le gouvernement a rajouté des obligations, ça fait un an et demi que les petites RPA le supportent financièrement. Mais c'est pour ça qu'ils ferment. Mais c'est pour ça qu'ils ferment. C'est entre autres pour ça qu'ils ferment. Donc, à ce moment-là, quelqu'un qui a, on avait une résidence là ici à Québec, près de l'Enfant Jésus, qui a fermé, qui demain matin devient un bloc appartement. Ouais. Il va vendre ses appartements le même prix, ou presque, sans aucune obligation de personnel. Ses assurances coûteront à peu près rien. Sa profitabilité, même s'il descendait un peu son prix de vente ou de location à la porte, il va faire 3, 4, 5 fois le profit qu'il faisait. Ah, je le sais. C'est pour ça que on regarde ça, là, puis c'est difficile. C'est très difficile. C'est pour ça, et c'est entre autres pour ça que les groupes qui continuent, parce qu'il y a quand même, il y a 90 fermetures, il y a eu quelques ouvertures en 2024. Mais c'était des projets qui étaient attachés financièrement depuis plusieurs années parce que ça se construit de longue haleine. Et ces projets, des nouveaux projets, j'en entends pas tant parler que ça. OK. Bon. Mais ce que vous avez dit qui est intéressant, puis c'est que c'est à peu près le même prix avoir un logement 2000. Moi, je considère même que c'est moins dispendieux parce que le coût de location dans une RPA, mettons, va être à 2200. 2200. La plupart vont avoir le téléphone de carte déjà d'inclus, vont avoir un paquet ils vont avoir des loisirs, ils vont avoir la possibilité d'avoir les repas, de ça, ils vont avoir une sécurité parce qu'il y a du personnel 24 heures sur 24. Et sur le 2200, il y a quand même le crédit de maintien à domicile. C'est pas la résidence qui reçoit ce montant-là. C'est l'individu. Ouais. L'individu qui loue dans une RPA va avoir un crédit remboursable à tous les mois. Il va recevoir un montant, grosso modo, entre 380 et 450 $. Mais c'est bon. Mais ça veut dire que un appartement en RPA revient net au même prix qu'un truc dans un appartement régulier, avec une certaine sécurité. Ben, c'est ça. C'est ça qu'il faut que les gens comprennent. C'est bien mieux pour eux autres si... Oui, parce que dans le fond, oui, le bail va être 400 $ plus cher.
le bain va être 400 piastres plus cher, mais ce à quoi on doit calculer que le client reçoit dans son, voyez-vous, ce mois-ci, vendredi le 28 février, qui est le dernier jour ouvrable du mois de février, Revenu Québec envoie dans les comptes de tous les clients de RPA de la province un montant de crédit de maintien à domicile pour personnes âgées, le 380 à 450. Là. Et ça, il l'envoie le dernier jour ouvrable de février parce que la plupart des résidences sont en prélèvement préautorisé le 1er du mois. OK. Ça va être à lundi le 3, mais nonobstant ça, ils vont recevoir 400 piastres, c'est un chiffron, 400 piastres le 28 pour venir soulager leur coût du lendemain du 1er mars. Et ce coût-là fait qu'une fois qu'on a encaissé l'argent de Revenu Québec, puis souvent c'est un dépôt direct, on n'a même pas besoin de se déplacer à la banque, ben ça nous revient net dans nos économies ou dans notre fonds de roulement au même prix que si on était dans un bloc appartement régulier, avec pas d'activité, avec pas de vie sociale, avec pas de sécurité plus que ça. Alors que dans les RPA, ben, il y a quand même des obligations, il y a des tirettes d'alarme ou des systèmes sans fil, là, dépendamment de quel type. Mais on va avoir le moyen d'appeler quelqu'un si on a un malaise. Il y a ces choses-là qu'on va mettre en place. Ben, c'est bien mieux pour les gens, des fois, qui, comme vous dites, souffrent d'isolement. Ils sont tout seuls. Ça, mais c'est pour ça que nous, puis moi, je vois la crise du logement ou la crise des RPA de façon beaucoup plus... J'ai besoin que le gouvernement, éventuellement, arrive avec des propositions qui puissent supporter les RPA, que ce soit les plus grosses bâtisses, puis les consortiums, puis les grands groupes, ils ont des économies d'échelle que les plus petits n'ont pas. Mais les plus petits ou dans les milieux un peu plus ruraux, etc., ben ils ont besoin de certains allègements pour être capables de supporter les augmentations de salaires importantes qu'il y a eu depuis la pandémie. Ben, tout ça, c'est financé à même les fonds de roulement des entreprises et pour plusieurs, ben, c'est à même la poche directement du propriétaire. Ça n'a pas de bon sens. À un moment donné, il ne peut pas rester à continuer comme ça, là. Ben, il y en a plusieurs qui, à cause de ça, vont être déficitaires pendant, mettons, un an et demi en disant, ben, en juillet de l'année prochaine, je vais pouvoir aller récupérer ces sommes-là. C'est parce que d'ici à ce qu'on est capable de récupérer ce qu'on a payé en 2023-2024, ben, il y a encore des nouvelles augmentations, il y a encore des nouvelles obligations. Fait que, dans le fond, on réussit jamais, ou les plus petits, c'est encore plus grave parce que leur fonds de roulement n'est pas suffisant. Ben, c'est qu'ils ne réussissent jamais à être à jour. Ben, c'est pour ça qu'ils ferment. Ben, c'est pour ça qu'ils ferment. Et ça, c'est dramatique, surtout dans les petits milieux. Ouais. Dans les milieux, disons, comme, ici, dans la région de Québec, il y a en 2018, je crois qu'il avait fermé quelque chose à Saint-Joachim. Oui, c'est ça. tu as raison. Eux, le propriétaire avait mis énormément d'argent. Il payait très bien son personnel. Mais il réussit pas. Bon, on appelle ça une ville dortoir un peu. Mettons, la côte de Beaupré, c'est beaucoup des gens qui habitent sur la côte et travaillent à Québec. Ouais. Fait que, pour avoir des employés qui vont aller ou rester à Saint-Joachim, pour nommer celui-là, ben, il payait déjà en 2018, il payait ses préposés au-dessus de 20 piastres à l'heure. Là. Au-dessus, j'étais 21, 22 piastres à l'heure. Imagine en 2018. En 2018, mais malgré tout, lui, comme propriétaire, faisait 80 heures de terrain par semaine. Ben, ça n'a pas de bon sens, là. Puis pourtant, comme vous dites, c'est important qu'il y en ait dans tous les milieux. Puis surtout dans des petits milieux, puis surtout en région. Oui. Parce que s'il n'y en a pas, ça marche plus, là. Ben, c'est-à-dire que c'est un modèle qui fait l'affaire des résidents. Moi, comme j'avais travaillé dans Baie-Saint-Paul puis la Malbaie pour l'ouverture des bâtisseurs à l'époque. Ouais. C'est certain que quand on avait ouvert, je pense que la Baie-Saint-Paul, c'était 150 portes.
150 portes. C'est sûr que ça a eu un impact sur les plus petits du secteur de tous les alentours, là, des éboulements, etc. Il y a des petites RPA qui ont fermé. OK. Mais on avait regardé avec le CLSC, puis avec toutes les ressources qu'il y avait là. C'était des résidences de type familial. Le propriétaire était un propriétaire occupant, mais la majorité, si ce n'est la totalité des ressources qu'il y avait dans le secteur de Baie-Saint-Paul, les résidences étaient opérées par des propriétaires qui avaient chacun au-dessus de 70 ans. Non, Donc, à un moment donné, c'était quand même risqué de les maintenir ouverts s'il n'y avait pas autre chose. Oui, c'est sûr, mais mon Dieu que ces gens-là sont courageux. Absolument. Et moi, je leur lève mon chapeau. Mais il faut le dire. Ils se sont donnés, puis la plupart des gestionnaires de RPA, et ça, j'inclus mes collègues qui sont dans les grands groupes, les gestionnaires puis les travailleurs de ces milieux-là, la grande majorité, si ce n'est la totalité, ont à cœur le bien-être des aînés. Ben moi, je crois que oui aussi, parce que là, c'est quand même pas un domaine facile. Vous le dites, là, c'est quand même difficile. Mais qu'est-ce que vous pensez qui devrait être fait, là? Parce que là, il faut maintenir ça, là, avec le vieillissement. Il y a des pistes de solutions. Je sais que l'an dernier, la ministre Bélanger avait sorti des allocations personnalisées, oui. Qui, malheureusement, est un échec. Mais j'apprenais là cette semaine en commission parlementaire, elle confirmait qu'il y allait avoir des modifications, des améliorations à ce programme-là. Il y a les allocations, les achats de services, les allocations directes que la ministre justement citait en exemple là, dans Capitale-Nationale puis dans Chaudière-Appalaches. Au lieu d'y aller en allocation personnalisée, c'est des achats de services spécifiques à l'individu. OK. Ça, c'est quand même pertinent. Mais encore, tout ça est soumis à l'approbation et à l'acceptation du client. Mais mettons, pour le modèle d'affaires des RPA, là, l'un des principaux facteurs qu'il faudrait, ou il va falloir éventuellement que la ministre Bélanger et le ministre des Finances accordent leur violon en disant comment faire en sorte que les RPA puissent améliorer les conditions de travail pour les employés sans que ça ait une répercussion sur les coûts de loyer des années subséquentes. Oh mon Dieu! Et ça, le RQRA, le Regroupement québécois des résidences pour aînés, fait la promotion auprès du ministère, non pas pour que le ministère subventionne les RPA. On pense pas que ce soit nécessairement une bonne idée. Par contre, qu'il y ait des aménagements fiscaux, ne serait-ce que des crédits d'impôt sur la masse salariale des employés, pour qu'on puisse améliorer les conditions sans avoir si j'augmente de 5 piastres de l'heure mes employés, je l'assume, puis dans un an et demi, il va y avoir un choc tarifaire parce que je vais le transférer sur les coûts de location. Oui, j'ai compris. Si j'ai eu un allègement fiscal, je suis capable d'améliorer les conditions de mes employés, je suis capable de le financer sans avoir à répercuter sur le prix l'an prochain. OK, je comprends. Ça serait une option qui serait vraiment valable, puis ce serait bon au fédéral comme au provincial. OK. Mais c'est en regardant tout ça que les gens ça va pouvoir continuer, que les gens vont pouvoir avoir leur résidence qui leur convient puis sécuritaire. Ben, voyez-vous, il y a une étude qui est parue là il n'y a pas si longtemps, puis je vous enverrai peut-être la source là lorsque je vais remettre la main dessus. Mais le modèle des RPA fait sauver au gouvernement pratiquement 1 milliard par année. Est-ce que j'ai bien compris? C'est 980 millions. 980 millions qui sont assumés parce que mettons qu'on dit on ferme les RPA ou les RPA on ne les soutient plus. Ben, les gens qui sont en RPA dans les unités de soins, même dans les semi-autonomes,
ben il va falloir qu'ils soient pris en charge par l'État. Oui. Puis une place en CHSLD, C'est plus grosso cher. modo 150 000 par année. Non, je comprends. Mais là, il faudrait que les gens se rendent compte de ça, là. Oui, il faudrait que les gens se rendent compte de ça. Puis, ce que je souhaite, c'est que, puis je dis pas que toutes les RPA sont parfaites. Il y en a aucune de parfaite. Même la mienne, on n'est pas parfait. Mais je me rapproche quand même. Mais l'idée, c'est de dire, il n'y a pas de mauvaise résidence. On a eu une mauvaise presse pendant la pandémie parce que ça a été très, très, très difficile. Ouais. Une RPA, c'est on veut que les gens soient le plus autonomes possible, mais on avait des obligations ministérielles très strictes. Ouais, je me souviens. C'est ça, donc et ça a eu des effets quand même dévastateurs. Puis dans les CHSLD, c'est la même chose, puis etc. Mais les milieux comme les RPA sont des milieux de vie, mais tellement stimulants pour les gens. Ouais, Moi, je ne connais pas un résident qui est arrivé, même qui est arrivé à reculons, hein, parce que on dit je voulais rester dans ma maison. Les résidents, quand ils arrivent ici, dans toutes les résidences que j'ai faites, là, ils sont heureux. Ben, ils finissent toujours par me dire, des fois, du bout des lèvres, parce que ça leur tente, ils veulent pas l'avouer, là, mais ils finissent toujours par me dire, avoir su c'était quoi, je serais arrivé plus de bonne heure. Ben, on va être obligé de terminer pas mal. Ah non, je t'avais parti. Non, mais c'est trop intéressant qu'est-ce que vous dites. On continuera, puis on ira un petit peu plus loin. Alors, Parfait. Écoutez, si vous n'avez pas le temps vous voulez réécouter ce que M. Turgeon a dit, s'il vous plaît, allez sur notre site Internet de la QDR. On a enregistré, puis on a ça sur notre site, puis on va revenir là-dessus. Alors, écoute, Robert, merci. Bonne journée. L'Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et pré-retraitées, AQDR, section Québec, est fière de vous avoir présenté Aînés, on vous écoute. Pour connaître tous les services offerts, visitez le aqdr-québec.org ou encore téléphonez au 418-524-0437, poste 0.